Le Togo est tout petit, mais c'est un bon morceau de cristal. 50 milliards de dollars, c'est le montant estimé des pertes résultant des attaques par ransomware dans le monde en 2020. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Bienvenue dans le podcast Scribe Nomade, l'émission dédiée à la découverte des étudiants et anciens étudiants au parcours excellent partout dans le monde. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces femmes et hommes qui ont quitté leur famille à la recherche d'une éducation de pointe. Bienvenue à tous dans le podcast Scribe Nomade. C'est le deuxième épisode. Aujourd'hui, on est avec Komate Chabreman, doctorant en Turquie. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de l'accueillir parce qu'on s'est connus en Algérie. On a eu plein d'aventures ensemble. C'était super génial. L'Algérie, ce pays qui nous a formés. Et tous les deux, on a fait 5 ans là. Il était l'ancien président de la communauté togolaise en Algérie. Et dans cette interview, on voit encore un peu son parcours et les conseils qu'il a à donner à des étudiants qui aimeraient étudier dans d'autres pays, construire leur avenir, etc. Donc, sans plus tarder, je vais demander de te présenter brièvement en 60 secondes. Bon, déjà, avant de me présenter, je tiens déjà à remercier Saïd pour l'opportunité qu'il me donne de faire partie du podcast Scribe Nomade. Comme présentation, bon, moi, c'est Chabreman Jean de la Croix. Et bon, mon long nom, je le dois à la daronne, c'est elle qui l'a choisi. Je suis togolais de nationalité, ingénieur en génie civil. Je suis actuellement en doctorat en Turquie. Et pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je suis Capricorne. Super, ça marche. Alors, dis-nous un peu quel a été ton parcours depuis le Togo jusqu'à maintenant, on va dire. Bon, depuis le Togo, déjà, après le bac, j'avais obtenu une bourse, mais finalement, je n'avais pas pu partir cette année-là parce que j'étais trop jeune pour aller hors du pays et on ne connaissait personne pour être mon tuteur dans le pays d'accueil. Donc, finalement, je me suis juste inscrit à l'université de Lomé où j'ai fait 2 ans en physique. Et après cela, j'ai obtenu une bourse pour l'Algérie. Donc, ça a un peu chamboulé mes plans parce qu'il fallait que je réfléchisse. Est-ce que je laisse les 2 ans là partir ou j'essaie une autre aventure? Donc, j'ai dû peser les pour et les contre. Et finalement, bon, j'ai décidé de partir. Et pour faire court, bon, une fois en Algérie, j'ai étudié, j'ai obtenu mon master en conception et calcul des structures. Et immédiatement après le master, j'ai obtenu une bourse pour la Turquie où présentement je fais mon doctorat. Ok, wow. Et ça n'a pas été difficile de faire le choix de laisser les 2 ans. Parce que souvent, déjà, pour la plupart des étudiants togolais qui ont fait l'Algérie, on a tous perdu 1 an. Enfin, perdu. On a fait 1 an. Mais du coup, toi, c'est 2 ans. Et ça a été difficile de faire ce choix. Comment tu l'as fait finalement? En tout cas, ça n'a pas été facile parce que, bon, 2 ans, c'est presque, il manque théoriquement 1 année pour la licence. Finir la licence. Donc, aller reprendre, ce n'était pas facile. Mais en ce moment, le système LMD faisait ses premiers pas à l'université de Lomé et le système n'était pas trop ça. Du coup, je n'étais pas très sûr de finir en vraiment 3 ans. Dans le minimum que je calais, c'était peut-être 4 ans. J'ai dit, bon, si c'est 4 ans,
5 ans aussi, c'est pas loin, donc je peux aller reprendre ailleurs. En tout cas, ça n'a pas du tout été facile, mais bon, avec les conseils de la famille et tout ça, euh, on s'est finalement dit que bon, c'était le meilleur choix. Bon, pas peut-être le meilleur, mais c'était C'était le choix un meilleur judicieux choix. sur le Voilà. moment. Ok, d'accord. Parce que 2 ans, ouais, c'est... Après, moi, souvent, je dis pas que j'ai perdu, même si parfois le mot me vient comme ça, mais je trouve que c'est de l'expérience. Moi, j'ai fait le CIC, j'avais fait 1 an là, et franchement, ça a été très formateur. J'ai appris énormément de choses. Et là, actuellement, je suis plus ou moins en train de revenir en informatique avec la programmation sous Python. Et je trouve que c'est jamais perdu, en fait. Même si on n'a pas un diplôme, c'est jamais perdu. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris à l'université de Lomé en physique qui m'ont aidé plus tard, qui m'aident toujours. Mhm. Et aussi par rapport à la vie, ça m'a aidé à me forger Mhm. parce que des situations pas faciles, tu vois, bon, quand tu veux te plaindre, tu vois que d'autres sont dans une situation encore Pire. moins désirable que la tienne. Donc, tu Ouais. apprends à relativiser et ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé. Donc, c'est vrai que effectivement moi-même, je me prends quelquefois au piège où je me dis, bon, si j'avais pas perdu ces 2 ans, Mhm. mais à la fin, quand on y réfléchit, c'est pas vraiment perdu. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Du coup, après ces 2 ans, première grande étape, l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Ah Et ouais. quels ont été les challenges auxquels tu as été confronté lors de ton passage dans ce fabuleux pays? Et puis après, en Turquie actuellement. Bon, par rapport à l'Algérie, les challenges, c'est un peu difficile pour moi de me rappeler. C'est un peu évasif parce que, bon, Hmm. comme on le sait, l'esprit humain, une fois, genre, quel que soit le challenge auquel on fait face, une fois l'étape franchie, l'esprit a tendance à nous représenter le challenge un peu différent. On voit plus ça Mhm. en opportunité qu'en challenge. Oui, Et bon, c'est vrai. donc, c'est un peu ça. Mais euh, le plus gros challenge en Algérie, pour moi, je pense que c'était beaucoup plus mental et, ou, si vous voulez, psychologique. Mhm. Parce que tout d'un coup, on se retrouve à devoir faire face à beaucoup de choses en même temps. Et c'est pas facile à gérer. Donc, déjà, si on prend le racisme, ensuite le fait que tout d'un coup, tu te vois éloigné de ta famille et aussi, soudainement, tu dois apprendre à être responsable de toi-même. Mhm. Bon, par rapport à la famille et le fait de prendre ses responsabilités, c'est vrai que ça n'a pas été très dur pour moi parce que j'ai été plus ou moins chanceux. Genre, je m'y ai toujours, euh, je m'y préparais toujours. Bon, je me rappelle par exemple qu'à l'aéroport, avant de partir, j'ai vu la daronne très triste Mhm. et je lui ai dit, ben, c'est pas la peine de t'inquiéter, c'est pas comme si j'allais en guerre pour moi. Bon, voilà. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu ça. Genre, dans ma tête, bon, je me disais, je vais aller, je vais revenir, c'est pas si difficile. Donc, bon, je me Mhm. disais, c'est temporaire. Mhm. Maintenant, l'autre avantage que j'avais, c'est que dans ma promotion, j'avais des gars très géniaux. Mhm. On est tout de suite devenus comme des frères et on a toujours été là les uns pour les autres. Et bon, ça aide à se sentir moins seul. Mhm. Et côté racisme, c'est vrai que je ne vais pas dire que j'y étais préparé. Ça, c'est pas possible. C'est vrai Ouais. que j'en avais entendu parler, j'avais vu dans les documentaires, dans les films. Mhm. Mais entendre parler de quelque chose et le Le vivre, vivre, c'est différent. Ouais. voilà, c'est deux situations différentes. Comme on Mhm. le dit souvent, celui qui a vu le lion rugir et celui qui a entendu le lion rugir n'ont pas la même notion du lion. C'est sûr. Donc, c'était un Ouais. peu ça. Et financièrement aussi, bon, ça n'a pas été facile parce que la bourse n'était pas ce qu'on qualifierait de optimal. Et Et oui. aussi avec la daronne qui était à la retraite, bon, je ne Mhm. pouvais pas, en toute âme et conscience, exiger beaucoup d'elle.
Ouais. Mais bon, déjà, moi, je me voyais comme un soldat avec pour mission, une seule mission en fait, étudier, terminer et puis on verra la suite. Mhm. Donc, pour moi, tant que j'avais quelque chose à manger, que j'étais en bonne santé, le reste importait peu dans les fêtes, les trucs qui distraient. Bon, si je me disais que ça faisait pas partie de la mission. Donc, Je vois. donc, si on va résumer un peu, le racisme, le dépaysement, les Mhm. finances et les Les finances, responsabilités soudaines, bon, ça peut constituer un cocktail très fatigant psychologiquement. mhm. Euh, il y a eu pas mal qui ont finalement lâché psychologiquement, genre, et puis bon, sont Ouais. rentrés en dépression, ils ont fait des tentatives de suicide. Mais bon, comme les Algériens le disent, alhamdoulilah, on a pu s'en sortir sans trop de... Mais il y avait quand même des côtés réconfortants. Mhm. Par exemple, déjà, contrairement au pays où on pouvait bosser comme des fous, je pense que, comme tu l'as dit, beaucoup de ceux d'entre nous qui avons fait l'Algérie avons au moins fait une année au Togo. Mhm. Et on sait comment c'est difficile. On bosse comme des fous et Ouais. finalement, tu ne passes pas pour des Mhm. raisons que je vais faire semblant d'ignorer. Donc, l'avantage en Algérie, c'était que quand tu bosses, ça Mhm. paye cash. Tu Ouais. vois tes efforts payés et ça réconfortait parce que tu vois que tu avances. Sinon, tous tes efforts, ne- genre, tu vois que ça vaut quelque chose en fait. Mhm. Et aussi, durant mon séjour, j'ai eu à rencontrer des gens formidables, que ce soit des Algériens ou des gens d'autres nationalités qui étaient aussi là pour les études et tout ça. J'ai eu des profs géniaux aussi qui m'ont vraiment inspiré. Malheureusement, deux d'entre eux ne sont plus de ce monde et que Ah, leur super, âme là-bas. repose en paix. Ouais. Et là, même quand je repense à l'influence qu'ils ont eue sur ma vie, vraiment, je suis rempli de joie et de reconnaissance parce que ils m'ont vraiment inspiré. Mhm. Ouais. Bon, donc, c'était un peu ça pour l'Algérie. Quant à la Turquie, bon, après ce que j'ai eu à traverser en Algérie, je pense que pour la Turquie, je ne vois pas ça vraiment un challenge. Mhm. C'est vrai qu'actuellement, le pays fait face à une situation économique qui n'est pas très enviable et ça rend les choses difficiles. Par exemple, c'est difficile d'obtenir un financement pour la thèse et tout. Mhm. Mais on fait avec, on gère, donc ça va quoi. Ouais. Tu sais, souvent quand je parle, je dis j'ai fait l'Algérie. Pour toutes les personnes qui n'ont pas étudié en Algérie, quand on dit j'ai fait l'Algérie, c'est un peu comme tu as fait la guerre d'Algérie en fait. Quand on dit plutôt, quand on dit on a fait l'Algérie, c'est plutôt ce côté psychologique dont tu parles. Comment est-ce qu'il a fallu résister, être persévérant, être résilient face à toutes ces Effectivement. situations et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des choses qui étaient pas beaux à voir, mais il y a eu des très, très belles choses aussi. Ça nous a Effectivement. formés et puis voilà quoi. Ouais. Et souvent, on se dit même quand on est en Algérie que non, quand tu fais l'Algérie, tu peux faire tous les autres pays du monde. En tout cas, c'est possible, ouais. Parce qu'en vrai, chaque jour, tu découvres une nouvelle chose, quoi. Ah ouais, Chaque ah jour, ouais, tu ah ouais. découvres. Ouais, c'est Ah là intéressant. là. Ouais, vraiment. Je me rappelle quand j'étais passé chez toi, la première fois au rang, c'est les chats de la cité Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça, qui étaient les plus incroyables. il y Des a des chats chats vraiment déprimés, des chats vraiment. hors C'est du incroyable. commun. Ah là 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 là. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Comme quoi, voyager, ça forme, quoi, ça forge. Effectivement. Ouais. Et du coup, on va avancer par rapport tu viens de parler du fait que quand tu travailles en Algérie, tu vois les résultats et c'est très encourageant. Du coup, avoir de bonnes notes, tu pourrais dire que ça augmente les chances de tout étudiant d'avoir des bourses d'études, puisque après ça, tu as eu une bourse d'études, et donc optimiser ses chances d'étudier encore dans d'autres pays étrangers. Et quel est ton avis par rapport à ça? Donc, il est vrai que avoir de bonnes notes, c'est important pour décrocher des bourses d'études, mais quelquefois aussi,
la chance a son mot à dire. Par exemple, dans mon cas, dans ma dernière année de master, j'ai postulé pour des bourses, mais faute de chance, il y avait des restrictions budgétaires dans beaucoup d'établissements. Bon, j'avais postulé beaucoup plus en France. Et je me rappelle que j'avais postulé pour une bourse et j'avais été accepté. Bon, pour cette année-là, ils ont accepté mon inscription, mais ils ont dit que ce ne serait pas possible pour eux de m'accorder une bourse. Pourtant, j'avais eu de bonnes notes, assez similaires aux notes que d'autres personnes qui avaient obtenu la même bourse avaient eu les années précédentes. Donc, bon, quand j'ai réfléchi, j'ai finalement décidé de décliner l'offre et j'ai opté pour la Turquie. Je me rappelle même que la responsable de la formation voulait vraiment que je vienne. Je lui ai expliqué que bon, le contenu de leur formation était assez costaud et cela ne me permettrait pas d'avoir du temps libre pour travailler. Ouais. Et j'aurais été obligé de puiser dans mes heures d'études pour essayer de travailler pour m'en sortir. Mais en même temps aussi, je ne pourrais pas travailler suffisamment pour me faire assez de sous. Donc, je me suis dit, bon, je risque de perdre doublement. Je vais finir les mains vides et probablement expulsé de la formation. Et ça ne valait vraiment pas le coup. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle était vraiment décidée à me faire venir. Elle m'a envoyé des liens vers des bourses alternatives qu'elle connaissait. Malheureusement, ces bourses-là aussi n'avaient pas été lancées cette année-là. Les restrictions budgétaires. Même il y a un de mes profs en Algérie qui avait discuté avec son contact dans une université française pour qu'il me prenne. Le gars a expliqué que c'était dur pour lui. Même pour ses propres doctorants, il n'arrivait pas à trouver de financement. Donc, c'est comme ça. La dame a continué à m'écrire même quand j'étais en Turquie pour voir si j'allais changer d'avis. Mais bon, ma décision était déjà prise. Donc, bon, c'est vrai qu'avoir les bonnes notes, c'est bien, c'est très bien. Mais quelquefois, la chance distribue les cartes autrement. Mais je pense qu'il vaut mieux travailler et être prêt que d'attendre la chance. Oui, c'est sûr. Parce qu'au moins, si tu as de bonnes notes et qu'à la fin, tu tentes et que ça ne marche pas, tu sais que tu as fait ta part. Si tu n'as pas eu les bonnes notes, bon, tu n'es même pas défendable dans ce cas. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Parfois, ça dépend des quotas, hein. C'est-à-dire, on peut dire par exemple que pour telle bourse, il y en a 20, on va donner, je ne sais pas, 10 en Afrique, 10 en Europe, 10 tant. Peut-être que, en fait, la première personne en Europe a moins de points que toi en Afrique, ou vice-versa. Du coup, ce n'est pas seulement une question d'avoir de bonnes notes. Parfois, les quotas aussi jouent. Donc, Effectivement. Donc, bon, parallèlement aux notes, je pense qu'il est très important même de travailler sur soi aussi, se former et acquérir des compétences. Cela permet aussi de se démarquer parce que avoir de bonnes notes en tant qu'élève, bon, je ne dirais pas que tout le monde peut le faire, mais si on peut se permettre, entre griffes, tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut montrer ce qui te distingue des autres. Et ce sont ces formations, ces compétences acquises qui vont permettre de dire, ah bon, c'est vrai que celui-ci n'a pas que de bonnes notes. Il a quelque chose d'autre. En plus. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon avis quand même. Ouais, je vois. OK, bah, super. Je suis tout à fait d'accord sur ce point aussi. Et on va continuer peut-être avec la notion de réseau, le fait de connaître des gens, de connaître des personnes qui trouvent des potes, qui te donnent des conseils, etc. Pour toi, quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant pour se bâtir un réseau solide? Non, je ne suis pas expert en la matière, mais bon, a priori, je dirais que la première étape déjà, c'est d'être sociable. Parce qu'on ne peut pas faire partie d'un réseau ou bâtir un réseau si on évite l'interaction avec les autres. Il faut sortir, il faut rencontrer des gens.
Et il faut apprendre à se faire des amis. C'est vrai que pour certains, cela leur vient naturellement. Et pour d'autres, il faut apprendre. Il y a même un livre de Dale Carnegie dont le titre est Comment se faire des amis et influencer les autres. Et même ceux qui naturellement savent se faire des amis peuvent toujours lire ce livre. Il peut y avoir une ou deux astuces qu'ils ne connaissaient pas et ça va les aider. Même récemment, je lisais que Warren Buffett disait que le seul investissement sur lui-même qu'il a fait, c'était d'assister à une conférence, je crois, donnée par Dale à propos de ce même thème, comment se faire des amis et influencer les autres. Et plus ou moins aujourd'hui, ça lui a servi. Donc, en premier, être sociable, savoir apprendre pour savoir se faire des amis. Et en deuxième point, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas aller avec des préjugés sur les gens, pas de conclusions hâtives. C'est vraiment des phénomènes qu'on voit souvent, avoir des préjugés sur les autres. En fait, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points pour être amis. C'est ça le truc, en fait. Parce que tu vas voir quelqu'un avec des cheveux afro, bon. Tu vas aller avec des préjugés, dépendant de comment du milieu où tu as grandi. Bon, celui-là, il n'est pas un gars tel. Or, en réalité, je pense il peut s'avérer être un chaînon crucial de ton réseau. C'est vrai. Donc, après, non, quand on a l'esprit ouvert, je pense qu'il faut aussi avoir les yeux ouverts. Donc, je pense que ça va étape par étape. L'esprit ouvert, les yeux ouverts. Ce que j'entends par les yeux ouverts, c'est de savoir analyser objectivement. Parce que le fait d'aimer une personne ne veut pas forcément dire que cette personne est convenable pour ton réseau. La personne peut être bien pour ton réseau d'amis, mais une fois qu'on pense professionnel, peut-être que la personne ne fait pas l'affaire. Donc, quand tu as les yeux ouverts aussi, c'est prêter attention aux habitudes et à la façon de penser des gens. Parce qu'une personne qui a l'habitude de bâcler les tâches qu'on lui confie, par exemple, est-ce que cette personne ferait une bonne case dans ton réseau? Donc, comme on le dit souvent, on devient ce que l'on fréquente. Oui, c'est vrai. Et dans ton cercle d'amis, dans ton cercle de connaissances, on ne parle que de fêtes et jamais de projets. Parce que tu dois réévaluer ton réseau. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne dis pas que les amitiés doivent être focalisées sur les intérêts ou qu'on ne doit pas avoir des amis qui aiment faire la fête ou que forcément on doit s'entourer des gens qui sont supérieurs à nous. Non. Mais pour toute chose dans la vie, il faut un équilibre. Si on passe 100% de son temps à planifier que des fêtes, à quel moment on passe à la phase des projets utiles? Oui, c'est vrai. Donc, il faut un équilibre en toutes choses. Si tu penses que tu ne dois être uniquement, et j'insiste uniquement, qu'avec des gens qui sont supérieurs à toi, c'est vrai qu'eux aussi vont penser cela. Et finalement, personne ne sera avec personne. Exactement. Oui. Donc, si tu as autour des gens, de toi, des gens qui ne sont pas forcément supérieurs à toi, non, tu pourras aussi les inspirer à devenir quelqu'un. Oui. Donc, tu les inspires à devenir meilleurs et inspirer quelqu'un à faire plus, à devenir meilleur, c'est très noble. Oui, c'est très gratifiant. Donc, il ne faut pas avoir que des... Il faut juste éviter, en quelque sorte, je vais résumer, il faut juste éviter d'avoir trop de fréquentation nocive. Parce qu'à la longue, ça finit par te tirer vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. Ouais. Donc,
on doit juste tous travailler à se motiver, à se pousser vers le haut. Donc, quand on a les yeux ouverts, cela nous permet de savoir avec qui on peut travailler dans telle situation, sur tel projet, et avec qui on ne devrait pas. Et par rapport au sujet toujours, s'il y a un dernier point à ajouter, c'est toujours le travail sur soi. Parce que si tu veux des personnes sérieuses et professionnelles sur qui tu peux compter, il faut te dire qu'eux aussi ont besoin de ça. Et un réseau, c'est une chaîne. Et si un maillon se coupe, bah, la chaîne n'existe plus. Donc, comme on le dit souvent, attends beaucoup de toi-même et peu des autres. Et si chacun applique ça dans un réseau, je pense que le réseau ne peut qu'être solide. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ça me rappelle un peu cette phrase de Tai Lopez, c'est Tai, non? Oui, Tai Lopez. En gros, il dit dans son réseau, ce que lui fait, c'est il a 33% de personnes. Bon, enfin, c'est vite dit, hein, mais c'est juste pour dire, il a un tiers de son réseau. Ce sont des gens qui l'inspirent, qui sont vraiment au-dessus de lui, on va dire, par rapport au projet qu'il réalise, tout ça. Il y a 33% qui sont comme lui, à peu près au même niveau d'études, de projets et tout. Et il y a des gens qui sont, entre guillemets, en dessous de lui. C'est plutôt des gens qu'il aide à eux aussi monter. Et il fait ça parce qu'en fait, quand il est avec des personnes qu'il aide, c'est gratifiant parce qu'il les aide. Quand il est avec les personnes de son entourage, c'est cool parce qu'il se dit, bah, enfin, il n'est pas que avec des personnes moins, ni avec des personnes plus. Donc, il se sent, voilà, ça va, quoi. Et les personnes qui sont au-dessus, eux, ils le tirent plutôt vers le haut. Et du coup, il a ces trois strates-là qui fait qu'il est vraiment dans un très bon équilibre. Et il dit souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent juste avoir des gens qui sont supérieurs à eux. Et ça ne marche pas, en fait. Parce que s'ils sont trop au-dessus de toi, tu vas te sentir tellement nul que finalement, je te dis, ça ne sert à rien, c'est des voleurs, c'est des je ne sais pas quoi, que ce n'est pas possible. Et du coup, voilà. Donc, ouais. OK. Et c'est très vrai, c'est très vrai. Et puis, bah justement, en parlant des personnes qui sont un guillemets supérieures au-dessus ou bien qui ont accompli des choses qu'on veut faire, est-ce que tu aurais des modèles qui t'inspirent ouais, à te dépasser, qui t'inspirent en général? Oh, modèle à proprement dire, il n'y en a pas en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'inspire un peu de tout et de tous. Je me rappelle qu'à des moments, j'ai eu des discussions profondes avec toi sur certains sujets et ton approche m'a inspiré. Ça m'a permis d'élargir mon champ de vision, d'élargir ma perspective. Donc, je suis plus focalisé sur la sagesse que renferment les actes et les paroles des uns et des autres. Et comme le disait Confucius, si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Et si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Donc, j'essaie de m'inspirer de tout le monde, à commencer par ma mère, bien sûr, parce que, bon, elle m'a beaucoup inspiré. Elle a forgé, en quelque sorte, en tout cas, elle a posé les bases à la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, je m'inspire de tout le monde. Ça peut être toi, ça peut être mon voisin dans l'appartement, ça peut être un prof ou un inconnu, peu importe, tant que les paroles ou les actes de cette personne peuvent m'aider à devenir une meilleure personne. Par exemple, actuellement, j'aspire à devenir enseignant et de temps en temps, je lis les citations de Richard Feynman sur l'enseignement, sur sa façon de percevoir l'enseignement. Ouais. Donc, il y a Socrate qui le disait, les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Les gens moyens de leurs expériences et les gens stupides ont déjà toutes les réponses. Moi, j'essaie juste de ne pas avoir toutes les réponses. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer
de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Même quand on regarde nos traditions, ça renferme beaucoup de sagesse. Donc, il suffit juste d'avoir les yeux ouverts, les oreilles disposées à écouter. Bah, on ira d'inspiration en inspiration seulement. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. En parlant de s'inspirer de tout et de rien, ça me rappelle une fois, ma mère m'avait envoyé une photo parce qu'elle travaille dans une école et du coup, à l'école, il y a le nid d'un oiseau qui est tombé. Ouais. Et elle a pris la photo qu'elle m'a montrée, elle m'a dit en fait que il y a l'oiseau qui était en train de construire son nid et à un moment, il y a eu un super grand vent, le nid est tombé et elle était surprise de voir qu'en fait, l'oiseau a continué à aller prendre d'autres branches pour reconstruire un nouveau nid, quoi. C'est-à-dire, il s'en foutait du fait que l'ancien nid est parti. Et elle m'a dit que, en fait, ça lui a appris que dans la vie, même si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, il faut être résilient, il faut toujours aller de l'avant. Et du coup, ça, elle a appris juste en étant dans son bureau, en regardant un oiseau en train de construire son nid, quoi. Effectivement, c'est comme ça. Je me rappelle au mois de, je ne sais plus si c'était juillet ou août, j'ai eu, mon PC a été infecté par un virus qui a supprimé, je pense, le travail de 2 ans et demi comme ça, parce que je pensais que je les copiais régulièrement sur mon disque dur, mais je pense qu'à un moment, j'ai eu la paresse de le faire chaque jour, donc j'ai arrêté. Donc, quand ça a été virusé, c'était un hacking, ils ont demandé une rançon, et c'était une ransomware. Sérieux? Me disant que j'avais un backup, j'ai préféré formater mon PC. Ouais. Et c'est après avoir formaté mon PC que je me rends compte que non, les données que j'avais n'étaient pas à jour. En ce moment, je travaille sur 2 articles. Et ce jour, je me rappelle, j'étais dévasté. J'ai écrit à mon encadreur pour lui expliquer la situation pour que, bon, au cas où j'accuse un retard, il ne s'inquiète pas, quoi. Ouais. Bon, j'ai pris le reste de la journée, genre, parce que j'étais vraiment abattu. J'ai dormi. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'ai continué mon travail. Ouais. Et mon voisin me dit, mais attends, comment tu arrives à... Je dis, bon, est-ce que j'ai le choix? C'est déjà fait. C'est fini, tu es foutu déjà. Voilà, donc je connais mon objectif, c'est de terminer. Maintenant, est-ce que c'est m'asseoir et me lamenter sur mon sort qui va régler le truc? Donc, j'essaye de récupérer les données que je peux et j'avance. Et Dieu merci, vu que je le faisais maintenant par expérience, ça a pris moins de temps pour les reconstituer. Donc, c'est comme ça. Ouais, waouh. Ça, c'est intense quand même. 2 ans de travail. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un travail à peine de, je crois, 2 ou 3 nuits. Et il restait un petit deadline là. Et là, je me suis rendu compte que j'ai rien enregistré. C'était chaud, mais tu as 2 ans. C'est waouh. Bah, comme quoi, il faut être résilient, quoi. C'est quand même une force. C'est une force, être résilient. Et je pense que l'Algérie y est pour quelque chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça forge le caractère. Ouais. Ah bah du coup, je profite pour te féliciter pour ton article. Récemment, tu as publié un article sur Elsevier. Franchement, chapeau, Ouais. c'est super cool. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler en même temps enfin, quand on est doctorant, comment ça se passe? Il faut qu'on publie souvent des articles ou en fait, comment ça se passe en fait? Bon, je pense que ça dépend un peu de chaque système, mais l'optimum, c'est de publier un article avant d'avoir soutenu. Ça aide sur le CV et tout ça. Par exemple, actuellement, moi, je n'avais pas cette obligation parce que le système a changé après nous où ils exigent forcément de publier un article et tout ça. Et bon, par exemple, j'ai vu une thèse où le gars a publié, je pense, 4 articles et dans la thèse elle-même, il a juste mis l'introduction et pour chaque chapitre, il a juste mis le résumé de chaque article et le lien pour ça.
Ah oui, Il est passé à la conclusion. wow, ok. Donc, ça aide, mais bon, est-ce que c'est obligatoire? Je dirais pas forcément, ça dépend des systèmes, mais en tout cas, c'est toujours un avantage si on arrive à publier quelque chose, ne serait-ce que même dans une conférence, genre même si ce n'est pas un article publié, au moins préparer un travail qu'on présente dans une conférence, au moins ça donne plus de poids à ton Ouais. travail. Ah oui, je vois. Ok, ok. Bah, c'est bien. C'est bien. Là, on va changer de registre. On a parlé du côté académique et tout. Super intéressant. Là, on va parler peut-être du côté financier ou entrepreneurial. Et donc, je te demanderai si tu entreprends. Si oui, dans quel domaine? Ok, bon, j'entreprends bien sûr. C'est, à l'ère où nous sommes, c'est difficile de ne pas entreprendre Ouais. parce que bah, on ne peut pas se contenter d'une seule source de revenus. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai déjà tenté quelque chose et bon, j'essaye toujours. Par exemple, ici, avec l'Association des étudiants togolais en Turquie, nous avions lancé un projet agricole qui avait pour but la production de bananes plantains. C'était la phase, disons, numéro un d'un grand projet. La phase 2, dans la phase 2, on prévoyait la transformation industrielle de ce qu'on produisait pour la consommation locale et même pour l'exportation. Donc, c'est vrai que le projet n'a pas bien marché parce que gérer un projet à distance, c'est vraiment difficile. C'est difficile de gérer un projet quand on n'est pas sur place. Euh, Chez nous, on dit souvent que quand tu n'es pas là, on cuit ton igname vers le bord du fourneau. Que bon, tu n'es pas là, bon, on ne va pas trop s'inquiéter pour toi. On va mettre ça sur le côté quelque part. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Du coup, euh, quand on a un projet et qu'on le fait gérer par une tierce personne, la personne peut ne pas avoir la même motivation que toi. Il va peut-être pas donner son maximum, comme si c'était toi-même, parce que c'est ton projet, pas son projet. Oui. Donc, à la fin, bon, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a eu d'autres raisons. Par exemple, la chute soudaine de la livre turque, et puis c'est tombé pile au moment où la pandémie a commencé. Il y avait des restrictions sur les déplacements et tout ça. Du coup, c'était même difficile de se rendre sur le site pour entretenir les plans. Et bon. Donc, mais pour autant, on n'a pas abandonné. Je pense qu'on a tiré des leçons. Oui. Et comme on le dit souvent, la vie est un enseignant qui nous donne des leçons après l'examen. Donc, on a tiré nos leçons, on va peut-être développer soit le même projet, soit un nouveau projet, mais avec une meilleure stratégie qui nous permettra de sortir gagnant. Et en dehors de ça, je m'essaye un peu dans le commerce de vêtements. Donc, quelquefois, j'achète des trucs ici que je fais revendre au Togo. Donc, bon, je ne me donne pas à fond sur ça parce que ça demande assez de temps et tout ça. Et avec la thèse, j'essaie d'équilibrer. Ouais, je vois. OK. Bah, super intéressant, hein. Et tu disais même, tu parlais du fait que la livre a connu un coup dur. Je crois que Oui. depuis 2 ans ou 1 an, c'est incroyable. Je crois que ça a perdu genre 30% de sa valeur ou quelque chose comme ça. L'inflation est montée. Plus que 30%. Je pense que c'est proche de 50 à 55-60%. Waouh! Donc, C'est-à-dire que si j'avais 1 000 euros et que je convertissais il y a 2 ans, maintenant, si je convertissais 2 fois plus, quoi. Ouais. C'est assez intense, ça. Et du coup, j'avais même lu qu'apparemment, il y a certaines personnes qui sont converties en crypto. C'est-à-dire que plutôt que Ouais. d'utiliser le livre,
ils sont passés à fond dans la crypto. Et je crois, attends, je ne sais pas c'est quel pays, mais je crois qu'il y a un pays apparemment, il y a quelques heures, qui a adopté le Shiba Inu. Attends, je vais juste rapidement vérifier. J'ai lu ça il n'y a pas du tout longtemps. Donc, bon, alors, ça, je pourrais voir ça après. C'est quoi, toi, ta vision des cryptos et tout? Ouais. Alors, peut-être juste pour, quand je dis crypto, c'est les crypto-monnaies, pour ceux qui peut-être ne sont En pas. général, oui. Ouais. Bon, par rapport aux crypto-monnaies, je ne maîtrise pas bien le sujet. Je ne sais pas grand-chose. Mais d'après moi, c'est la monnaie du futur. Parce que dans le futur, on va probablement plus utiliser les billets de banque ou les pièces de monnaie. Et bon, je pense même que à l'heure où nous sommes, on a fait un grand pas vers le numérique. Parce que même chez nos pays, les vendeuses de haricots, VI, tout ça, maintenant, certaines acceptent de se faire payer par transfert d'argent. Donc, tu n'es pas obligé de toujours traîner sur toi avec des pièces de 150, 250. Donc, tu lui fais un transfert rapide et puis bon, Ouais. c'est fini. Donc, par rapport aux cryptos, je pense que ce qui attire, c'est que pour le moment, elles ne sont pas centralisées, contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont centralisées. Mais beaucoup de pays n'ont pas encore accepté les crypto-monnaies et cela fait qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça. Et c'est très facile pour les criminels, les arnaqueurs d'opérer avec des cryptos. Ouais. Par exemple, en temps, il y avait eu une vague d'attaques de virus informatiques avec des demandes de rançon. Donc, ils envoyaient un virus qui cryptait tous les fichiers sur ton ordinateur ou ton appareil et ça rendait les fichiers inutilisables. Donc, les auteurs de l'attaque maintenant t'envoyaient un mail ou laisser un message, ils s'arrangeaient pour laisser un message pour te dire de payer une certaine somme en Bitcoin pour qu'ils t'envoient la clé pour décrypter tes fichiers. Mais après, il y a même une compagnie, je ne sais plus, américaine, qui est dans le pétrole, en tout cas, beaucoup de compagnies ont eu ce problème-là. Certaines compagnies l'ont caché, d'autres l'ont fait savoir. Et bon, en temps, il y avait une société qui développait, ils essayaient de décrypter au fur et à mesure. Donc, ils avaient créé un logiciel gratuit. Si tu te retrouves dans cette situation, tu télécharges le logiciel et tu essayes. Si par exemple, c'est un cryptage qui a été déjà utilisé et ils ont déjà trouvé la solution, ça te décrypte ça gratuitement. Si ce n'est pas le cas, bon, il t'envoie un message qui te dit, bon, on n'a pas la clé pour le moment, mais il faut essayer plus tard, peut-être avec un peu de chance, tu vas pouvoir retrouver tes données. Donc, il y avait une compagnie américaine qui a eu ce problème. Les gars leur ont demandé, en tout cas, une grosse somme. Ils ont payé. Et quand on leur a envoyé la clé, ils ont commencé à décrypter. Mais comme c'est une compagnie, c'est des milliers de fichiers, ça prenait du temps à décrypter. Et finalement, ils ont juste utilisé le backup. Donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont perdu cet argent pour rien parce que ils auraient pu utiliser le backup immédiatement, mais ils ont payé. Finalement, ils n'ont pas utilisé la clé. Ah oui, oui. Donc, bon, comme je le disais, comme il n'y a pas de loi pour réguler les crypto-monnaies, bon, il suffit d'avoir un matériel et un peu de connaissances. Tu fais ta crypto-mining toi-même. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui l'ont fait juste avec une clé USB et la connexion d'un cybercafé ou d'une bibliothèque. Donc, une personne comme ça qui n'est pas enregistrée quelque part, elle fait de la crypto-mining. Que se passe-t-il si elle disparaît un jour avec tes cryptos que toi tu as acheté avec l'argent d'une épargne, par exemple? Voilà. Donc, c'est assez difficile. Ouais. En fait, ça me rappelle, je ne sais pas si tu as suivi, entre-temps, Elon Musk avait écrit un tweet comme quoi
il va acheter chez McDonald's s'ils acceptaient la crypto. Et du coup, McDonald's a Ah, répondu en disant qu'ils vont accepter une crypto. J'ai oublié le nom qu'ils ont donné. Et puis, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont créé cette crypto. Et du coup, cette crypto qui a été créée, ça a pris genre 10 000%, bien, je ne sais pas combien, wow. 1000%, en 24 heures. Et les gens qui ont créé ça, ils ont retiré leur argent et pouf, C'est et ça, pouf, tout a descendu. Du coup, c'est vraiment, ça peut être hyper dangereux. ouais, Mais ouais. après, je pense que les régulations sont en train de venir. Les États-Unis sont en train de faire ça, enfin, plein de pays. Et puis, je pense qu'avec les régulations, il y a plein de cryptos qui seront éliminés. Mais à mon avis, les grandes, quand même, vont rester, c'est-à-dire Bitcoin, peut-être ADA, Litecoin, etc. Bon, on verra. Mais quand même, le big boss, c'est le Bitcoin et ça m'étonnerait quand même que ça disparaisse d'un jour au lendemain comme ça. En tout cas, ils essayent. En temps, il y avait eu une chute due au fait que des études avaient prouvé que la crypto mining consommait trop d'énergie et tout ça. Je pense même que c'était pour cette raison que Tesla a, pour montrer son soutien pour Ouais. euh, la lutte pour l'environnement, ils auraient décidé d'arrêter de vendre leurs voitures Ouais. en Bitcoin. Ouais. Mais bon, je pense que certaines structures comme Binance, elles sont enregistrées et tout. Donc, avec ces structures qui, entre griffes, sont sérieuses, je pense que, bon, l'on peut acheter ces cryptos et, bon, les garder. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que euh, je vise beaucoup plus sur le long terme. Et disons, chaque mois, je prends environ 10% de mes économies. J'achète quelques cryptos et je laisse ça sur mon compte. On verra ce que ça donne dans le futur. Si ça marche, bah, Ça marche. je serai riche et content. Ouais. Bah, si ça ne marche pas, bon, on va juste se dire que c'est de l'argent que j'aurais peut-être gaspillé en boîte de nuit ou pour acheter des glaces. Donc, Ouais, bon, ouais, c'est vrai. c'est un peu ça. Ouais, en tout cas, sujet super intéressant. On verra ce qu'il en sera. Mais après, tu sais, quand tu parlais de Binance et tout, souvent, c'est vrai qu'on dit qu'il y a décentralisation et tout ça, mais c'est pas si décentralisé que ça finalement. Parce que, je sais pas si tu sais, mais récemment, par exemple, les comptes de certaines personnes avec une IP russe, par exemple, ont pu être bloqués enfin, en raison des situations actuelles qui se passent. Ouais. Et donc, en vrai, c'est pas si décentralisé qu'on pense, en fait. Il y a Ah toujours oui, un petit contrôle possible, donc voilà. Ouais. On je verra. vois. On verra bien. Donc là, on a vu un peu l'entrepreneuriat, les cryptos et tout. Peut-être on va passer maintenant à peut-être sur le côté engagement ou enfin, lutte et tout. John Kennedy disait, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Que t'inspire cette phrase? Mhm. Bon, c'est un peu, euh, ça a un double sens pour moi. Ça m'inspire deux choses. La personne qui l'utilise. Donc, si c'est un politicien ou un responsable qui l'utilise parce que il ou elle ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est autre chose. C'est juste de la fuite de responsabilité. On ne va pas tout mettre sur le dos de la population. Ouais. Et bon, dans ce cas, ce serait juste un usage détourné de la phrase. Mais ce que je pense vraiment que John Kennedy voulait dire par là, c'est que quand on dit le pays, ça commence par soi, dans une certaine mesure. C'est vrai que si on prend nos pays, les salaires ne sont pas toujours optimaux pour qu'on vive décemment. Mais chacun de nous peut essayer de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose de son côté sans toujours attendre de l'État. Par exemple, j'ai entendu parler
de certains personnels de santé. Ça peut être infirmiers, infirmières, sages-femmes qui maltraitent les malades ou peut-être des agents de banque qui manquent de respect à certains clients parce qu'on voit comme si ces clients, bon, eux, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ça, bon, c'est vrai que ce n'est pas que dans nos pays, ailleurs aussi, ça se fait, ça se passe. Ce qui le rend juste plus pesant chez nous, c'est que, contrairement aux autres pays, quand une plainte est posée, une enquête est diligentée, si c'est vraiment prouvé que la personne a fait ça, les sanctions tombent et les mesures sont prises. Mais dans nos pays, bon, c'est rarement le cas, genre, il y a rarement des sanctions. Et si on revient à l'exemple, alors, quelqu'un qui ne fait pas son travail et se plaint quand même que le pays ne marche pas, que les administrations sont comme ceci, comme cela. Si toi, tu ne fais pas ton travail, probablement l'autre aussi se dit la même chose. Et c'est tout ça qui fait qu'à la fin, on a une administration qui ne marche pas. Et oui, c'est vrai. Donc, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que c'est au pays, entre griffes, de nous inculquer ces valeurs, genre cette éthique de bien faire notre travail. Parce que quand on compare les agents de banque aux autres fonctionnaires comme les enseignants, ils sont bien payés ou ils sont mieux payés. Alors, un agent de banque qui manque de respect à un client, il ne va quand même pas me dire que c'est parce que son salaire ou le pays ne le paye pas bien qu'il manque de respect à ce client-là. Ou tu vois des secrétaires qui crient sur des gens, des fonctionnaires qui font exprès de mettre 3 jours pour faire un travail qui demande à peine quoi, 1 heure de travail, 1 heure. Donc, certaines choses sont dans nos mains, genre pas toujours dans les mains du pays comme on aime le crier. Un boutiquier qui crie sur son client, lui dit, il n'est pas content, ne viens plus acheter chez moi. Tu vois, donc on connaît tous cette fameuse phrase, le client est roi. Ailleurs, ils le prennent très au sérieux parce que tu énerves un client aujourd'hui, tu ne sais pas combien de personnes ce client connaît. Et ces personnes-là, combien ils connaissent. Donc, en énervant une personne, tu risques de perdre beaucoup de gens. Et ce n'est pas bon pour le business. Effectivement. Donc, ailleurs, quand ça arrive, bon, ils essayent de garder le calme, de désamorcer la situation. Mais chez nous, ça tourne toujours à, je ne sais pas, une affaire un peu bizarre. Si tu n'es pas content, ne reviens plus chez moi. Oh, c'est ton papa qui a construit ma boutique. Ouais, je vois. Donc, c'est ça. Si le pays, ou si vous le voulez, l'État, ce que je pense que l'État peut faire, c'est donner un coup de pouce pour encourager certaines choses. Genre, faire des lois qui encouragent certaines choses ou qui découragent dans le cas du négatif. Mais le reste du changement, je pense que chacun de nous doit être le changement qu'il voudrait voir. Si dans ton service, tu ne fais pas bien le travail et tu vas dans un autre service, tu as besoin de quelque chose là-bas, que le travail est mal fait et tu reviens te plaindre que le pays ne marche pas. Alors que bon, tu n'as juste, et la personne là-bas a juste fait aussi ce que toi aussi tu fais. Donc, on ne peut pas toujours attendre que ce soit l'autre qui fasse correctement son travail. Tu le fais bien, l'autre le fait bien et finalement, tout est bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, en second volet, ce que cette phrase m'inspire personnellement, c'est par rapport à la fuite, disons. Le fait que beaucoup d'entre nous quittent nos pays pour d'autres endroits. Je ne suis pas contre le fait d'émigrer, loin de là. C'est vrai que la situation dans nos pays n'est pas forcément enviable, mais quand on y réfléchit, les pays vers lesquels on va,
est-ce qu'ils ont toujours été comme ils sont aujourd'hui? Qu'on prenne les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud. Donc, tous ces pays, à un moment, ont traversé des périodes difficiles, dans des périodes euh, pas très désirables. Mais, et je suis sûr qu'à cette époque aussi, des gens avaient probablement quitté ces pays-là pour d'autres endroits. Mais il a fallu aussi que certains restent pour aider à bâtir le pays et à le sortir de ces situations pas très enviables. Bon, si tout le monde avait préféré abandonner le navire et ne jamais revenir, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces pays-là seraient attrayants pour nous de vouloir les rejoindre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit la Chine comme un géant, mais la Chine a traversé des périodes sombres. Mais aujourd'hui, ça va, plus ou moins. Les gens s'étonnent quand je leur dis que, bon, genre, au finish, moi, je veux bien rentrer, m'installer au pays. Ils se disent, mais tu vas rentrer au pays, il n'y a rien. Et personnellement, j'admire beaucoup ces personnes qui, malgré qu'elles ont les moyens et l'opportunité de s'installer définitivement à l'extérieur, choisissent quand même de rester. Partir, c'est bien. C'est bien. Si la finalité, c'est d'apprendre quelque chose d'utile pour revenir aider à bâtir le pays. De par mon expérience, je sais que beaucoup d'étudiants, après leurs études, sont rentrés pour se rendre utiles, mais les conditions du pays ne sont pas toujours encourageantes. Mais bon, je pense que chacun de nous doit juste essayer de voir ce qu'il peut faire de son côté, parce qu'on ne peut pas toujours tout attendre de l'État. Ouais. Par exemple, en Algérie, dans la cité universitaire où j'étais, les bus qui partaient de là et qui allaient vers les universités, et même le carburant, certains bus et une partie du carburant, c'était des dons que des gens faisaient. Et ça aide. C'est vrai que des actions du gouvernement pourraient encourager. Si on voit des gens qui prennent le pas pour aider et que le gouvernement fait quelque chose pour montrer à ces gens, on reconnaît ce que vous faites pour le pays, c'est bien. Mais si ces actions du gouvernement traînent, on ne peut pas attendre éternellement. Donc, comme le rappeur Youssoupha le disait, être patient, ce n'est pas attendre. Pour moi, c'est agir en attendant. Donc, si tu peux bien faire ton travail avec les moyens de bord, si tu peux offrir 10 livres, ne serait-ce qu'à l'école qui est à côté de toi, fais-le. Par exemple, quand on prend le personnel médical, certains, pas eux tous, il y en a des bons, mais prenons les moins bons. Bien traiter un malade, ou si on prend le cas des agents de banque, bien respecter le client qui est à ton guichet. Ou par exemple, pour un enseignant, rester 15 minutes de plus pour expliquer un cours à un apprenant. C'est vrai que ça va pas forcément augmenter ton salaire. Mais il y a toujours une gratification qui n'est pas toujours financière ou matérielle. Ouais. Et par exemple, en parlant d'enseignants qui restent 10-15 minutes pour essayer d'expliquer un cours à un élève, par exemple, en Algérie, on avait un prof qui dédiait 20 à 30 minutes de son cours pour nous parler du développement personnel. Et c'est en fait lui qui m'a introduit au développement personnel. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un truc comme ça. Donc, quand il l'a fait, est-ce qu'on l'a payé pour ça? Non. Mais il l'a fait parce qu'il se dit qu'il ne le fait pas forcément pour de l'argent.
Donc, ces petits actes c'est pas toujours petit, certains posent de gros actes. Donc, ces actions que les uns et les autres posent, c'est vrai qu'il y en a qui le font déjà, mais à un moment, il faut que tout le monde le fasse. Ouais? C'est ensemble qu'on peut avoir plus d'impact. Il ne faut pas toujours qu'on pense à court terme, genre, on doit augmenter mon salaire, genre, si ça ne fait pas ceci, genre, le matériel et tout ça. Il faut aussi penser au futur, à la postérité. Oui, c'est vrai. Parce que ailleurs, on voit souvent des gens qui quittent des postes avec des salaires pas possibles pour devenir des candidats à des élections où après, leur salaire est moindre que ce qu'ils gagnaient avant. Leurs comptes sont scrutés comme dans plus attentivement, mais ils le font quand même. Parce que quelque part, ils aimeraient faire quelque chose qui aura de l'impact. Oui. Donc, pour les gens qui finissent leurs études à l'extérieur, peuvent se mettre ensemble, essayer de faire la différence et peut-être ça va marcher. Donc, et se mettre ensemble, ça suggère avoir un réseau solide, un réseau de personnes avec qui on peut travailler. Donc, ce qui revient à l'importance de la question posée plus tôt. Oui. Avoir un réseau, ça sert toujours. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. En parlant de profs qui restent pour t'expliquer, tu m'as rappelé une de mes profs au collège. C'est Madame Ataï. Je ne pense pas qu'elle va écouter ce podcast, mais je la salue quand même, je la remercie beaucoup parce qu'en fait, quand j'étais en classe de 5e, la fille qui était juste à côté de moi, en fait, c'est Gloria, que tu connais très bien. Elle a fait Oran aussi. Et elle me dépassait toujours dans les notes. Et là, un jour, je lui ai dit, elle m'a posé la question, pourquoi ça se fait que Gloria te dépasse et tout. Et je lui ai dit, c'est parce que vous êtes sa répétitrice, quoi. C'est-à-dire, vous faites des cours et tout ça. En gros, je lui ai dit, moi, je n'ai pas de répétiteur. Elle a une répétitrice, donc c'est normal qu'elle me batte. Et elle m'a dit, est-ce que toi, si tu as un répétiteur, tu vas la battre? Et je lui ai dit, bien sûr, sans aucun doute. et c'est comme ça qu'elle m'a invité à suivre ses cours de répétition gratuitement. Et ça, depuis la classe de 5e jusqu'en 3e. Et du coup, j'ai tout le temps dépassé Gloria jusqu'au BPC où elle m'a laminé. Mais du coup, en fait, elle m'a tellement aidé, Madame Ataï, que aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi grâce à elle, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, dont elle. Mais c'est parce qu'en fait, elle a pris le temps, même si elle ne gagnait pas forcément de l'argent et tout, elle a pris le temps de pouvoir m'aider à pouvoir progresser et tout. Et parfois, c'est des petites choses, mais en fait, c'est de très, très grandes choses. Ça change la vie des gens, en fait. Effectivement. Parce que, par exemple, je reviens toujours sur le cas des employés, des agents de la banque, parce que beaucoup de gens se plaignent. Le fait de bien traiter quelqu'un, de faire qu'il se sente humain. On ne sait pas à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un, en fait. Ouais. Donc, quelqu'un vient pour récupérer son argent, quel que soit le montant qu'il peut avoir dans son compte, il faut le traiter décemment. Par exemple, l'agent de banque, OK, il travaille à la banque, il ne respecte pas le client devant lui. Peut-être que ce client-là, c'est une infirmière. Demain, tu vas te rendre dans l'hôpital où la personne travaille. Ouais. Et si la personne aussi te traite de la même façon. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est une question d'éthique. C'est vrai que l'État peut aider, faire des lois parce que c'est important. Ouais, souvent, on voit les Chinois ou les Japonais comme des gens qui aiment travailler. Mais je ne pense pas qu'eux tous aiment travailler. C'est vrai que je pense qu'actuellement, c'est devenu comme une culture chez eux, mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il a fallu des lois. Et bon, à la longue, ça devient une seconde nature. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
En tout cas, très instructif. Très, très instructif cette partie de vie en général, hein, on va dire. Et là maintenant, là, tu es en Turquie. Est-ce que si tu pourrais nous donner quelques mots de survie en turc, si quelqu'un visite Ankara, Antalya ou Istanbul, des mots de survie, quoi. Bon, les modes de survie, c'est difficile à trier, mais ça dépend des situations dans lesquelles tu te retrouves. C'est sûr. Mais bon, ce qui est sûr, quelle que soit la situation, on aura toujours besoin de dire salut. Ouais. Donc, salut, c'est merhaba. Mhm. Et bon, dans certains cas aussi, on peut avoir besoin de demander le prix de quelque chose. Donc, ça, c'est nekada. Ok. Nekada. Nekada, voilà. Donc, c'est un peu ça, si on va résumer. C'est vrai que si on va s'étendre, il y a trop de Bah phases oui, de survie. forcément. Ouais, ouais. Donc, Ouais. Déjà, ces deux-là, Merhaba et déjà, Nekada, c'est bon. voilà. C'est déjà bon. Ouais. Ok, là, on tend vers la fin. Peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que tu aurais un film, un livre, un podcast, un auteur en général ou une émission, enfin quelque chose que tu pourras nous conseiller, que tu as trouvé très inspirant ou instructif? Sur le coup, bon, ce qui me vient à l'esprit, je dirais l'économie de la connaissance d'Idriss Abdelkhan. Mhm. Bon, c'est disponible sur YouTube, je pense. Je l'ai regardé là. Et avant de commencer à regarder, quand j'ai vu que c'était plus d'une heure, je me suis dit direct que j'allais m'ennuyer à un moment ou à un autre parce que C'est je vois difficile de capter pas, l'attention pendant une heure. voilà, je me vois pas en train d'écouter quelqu'un pendant plus d'une heure. Je sais pas ce qu'il a d'intéressant à dire. Ouais. Mais euh, je vous jure que je ne pouvais pas avoir plus tard. Ouais, j'ai été fasciné du début jusqu'à la fin. Ouais. Donc, j'ai été scotché. Je me rappelle même que quand c'est fini, j'ai regardé. J'ai dit, attends, j'ai vraiment regardé ce truc-là en un coup comme ça, sans même faire de pause. Mhm. Donc, c'est vraiment instructif. Et bon, je pourrais suggérer ça. Ok. Ok. J'écoutais la vidéo d'un gars, je ne connais pas son nom, mais il fait des vidéos de motivation sur Facebook. Et il disait qu'il a eu l'occasion de rencontrer Idriss Aberkan un jour. Et il dit que le gars, c'est un Google sur pattes, en fait. Genre, il connaît tout. Il dit le gars lui a parlé d'un petit village au fin fond du Maroc, je pense. Et Idriss Aberkan lui a sorti l'historique du village. Il était étonné. Ouais, c'est assez exceptionnel en tout cas, cette personne en tout cas. Et c'est bien. C'est bien de savoir qu'il y a des humains qui peuvent atteindre ce potentiel, donc c'est cool. Ouais. Dernière question que je pose à tout le monde, tous ceux qui posent pas sur le podcast. À ton avis, comment sera le monde dans 50 ans, en 2060? En fait, je pose cette question parce que j'ai déjà vu une vidéo des années 80 où on demandait à des personnes comment seraient les années 2000. Et du coup, tu as des imaginations mais de dingue du style dans les années 2000, les gens vont voler, enfin, il y aura des avions volants, enfin, des voitures volantes, pas des avions, des voitures volantes. Peut-être on sera déjà sur Mars, on vivrait, tu sais, des trucs incroyables. Ouais, du coup, ouais. Qu'en penses-tu, tu vois? Bon, j'aurais vraiment bien aimé avoir le pouvoir de Hiro Nakamura ou la, la pierre du temps du Docteur Strange pour aller dans le futur et te répondre avec plus de précision. Et bon, déjà, c'est vrai que rarement je me pose cette question, genre, comment le monde sera et tout ça. Peut-être que les choses seront meilleures, peut-être qu'elles seront pires. Et tout dépend de ce que chacun de nous fait pour ce futur-là. Il y a beaucoup de bonnes personnes dehors qui œuvrent à rendre le monde meilleur. Mais malheureusement, le monde est
fait de telle manière qu'une seule mauvaise action peut éclipser 10 bonnes actions. Du coup, bon, comment le monde sera, je pense que ça va dépendre de chacun de nous. Et je, je prie juste que chacun de nous œuvre pour que demain soit meilleur. Ouais. Je trouve que de toute façon, même dans un mois, on ne sait pas comment le monde sera. Effectivement. Donc, et genre, il y a peut-être une semaine avant le déclenchement de la pandémie, par exemple, personne n'aurait imaginé que ce serait mondial, les aéroports bloqués, confinement, masques, passe Covid, tout ça. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent et puis ça change toute la donne. Il y a un excellent livre que je n'ai pas encore lu, j'ai juste entendu le résumé, c'est Le signe noir de Nassim Taleb. En gros, il dit qu'à une époque, on pensait qu'il n'y avait que des signes blancs. Et donc, on a dit que les signes sont blancs. Et puis un jour, quelqu'un a découvert un signe noir. Et là, tout ce qu'on pensait sur les signes est totalement invalidé. Et du coup, il y a de ces choses comme ça qui arrivent, qui chamboulent tout et le monde change, quoi. Quel serait ton mot de fin? On est arrivé à l'issue du podcast là. Quel est ton mot de fin? Ou bien tes mots de fin peut-être? Voilà. J'allais même demander la permission pour avoir plus qu'un mot de fin. Donc, déjà, comme je l'ai dit avant, avoir de bonnes notes seules ne suffit pas. Il faut développer des compétences, des talents, peu importe. Savoir coder, savoir coiffer, savoir tresser, savoir installer ou réparer la plomberie. Peu importe, si l'occasion se présente d'apprendre quelque chose, il faut le faire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous être utile. Il y a l'école des X carrés, des racines de je ne sais pas quoi, et il y a l'école de la vie. Et ça, c'est deux mondes différents. C'est vrai qu'ils sont plus ou moins liés, mais donc, il faut toujours essayer de se développer, d'apprendre, ne jamais arrêter d'apprendre. Et comme deuxième mot, donnons toujours le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. C'est que certains se plaignent et c'est légitime que souvent le système est biaisé et de ce fait, ils abandonnent l'idée de travailler, de se former, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je pense que le fait de donner le meilleur de soi-même, on le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que comme ça, on n'aura pas à se demander ce qui serait passé si on avait fait mieux. Et aussi, que se passe-t-il le jour où le destin distribue les cartes? On se retrouve avec les bonnes cartes, mais on n'avait pas appris à jouer. C'est du genre, on n'avait pas travaillé sur nous-mêmes, mais la chance se présente. Par exemple, supposons, je suis là, j'ai eu l'occasion un jour d'apprendre à coder, même ne serait-ce qu'un peu, et je ne l'ai pas fait. Et un jour, une occasion se présente, on cherche quelqu'un qui, genre, on n'a pas forcément besoin que la personne, mais qu'elle ait déjà codé au moins, on va gérer pour le reste. Bon, j'avais refusé d'apprendre à coder. J'ai fait comment? Donc, dans ce cas, on perd même si on a les bonnes cartes parce qu'on n'a jamais appris à jouer. Oui, c'est vrai. Et en dernier, j'aimerais surtout dire à tous ceux-là qui ont œuvré, peut-être même sans le savoir, à faire de moi celui que je suis aujourd'hui, à me permettre d'être là où je suis aujourd'hui. Il y a des gens, surtout en Algérie, qui ont à leur présence ajouté une goutte de miel dans mon jus de citron. Il y a eu des gens qui, pas juste leur encouragement, m'ont continué à pousser. Et encore une fois, merci
à toi, Saïd, pour cette opportunité. Et bon, c'était juste ça, mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci pour... c'est plus d'1 heure, hein? On a fait plus d'1 heure de discussion. C'était super intéressant. Moi, je tiens aussi à te remercier pour ton amitié depuis qu'on s'est connus. 5 ans, enfin 5 ans déjà en Algérie, plus 2 ans, je dirais. 2 ans, ouais. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Et tu m'as beaucoup inspiré, tu m'as beaucoup aidé et tout. Et je suis très content de faire partie, enfin, que tu fasses partie de mon réseau. Et merci d'avoir accepté aussi ce podcast. Et j'espère que vous qui écoutez actuellement, vous avez été inspiré aussi comme moi et que vous avez tiré plein de bonnes choses qui pourraient vous aider dans votre vie. Nous aussi, à notre échelle, on essaie d'apporter cette petite goutte qui peut changer la vie de quelqu'un. Donc, on se retrouve la prochaine fois dans le 3e épisode. Portez-vous bien. À la prochaine. Et voilà, soyez inspirés. Il y a une phrase de Denzel Washington que j'adore beaucoup. Stay at work. Continuez de travailler. Allez, merci. Merci à toi et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ah non, ne parle pas. C'était bonne soirée pour l'émission. D'accord. Si toi aussi, tu veux exceller dans tes études et dans ta vie en général, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je t'invite à t'inscrire à notre lettre d'information en nous écrivant « J'aime le scribe nomade » à l'adresse email katiopatv@gmail.com KATIOPATV@gmail.com. Ainsi, tu auras la possibilité de participer au prochain podcast en live et plein d'autres avantages. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.